Bonjour, bienvenue sur la Voix de Morgane. J'espère que vous allez bien. Alors, me revoilà pour la lecture, la suite de la lecture de Une chambre à soi de Virginia Woolf. Et je suis un peu gênée ici, je crois. Je suis dans un petit square et je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas très à l'aise. On va voir ce que ça donne une lecture quand je ne suis pas très à l'aise. Ça m'est déjà arrivé, mais là c'est le cas en tout cas. Comme ça je vous le dis. Est-ce que je vous ai demandé si vous alliez bien? J'espère que vous allez bien en tout cas. Donc je reprends la lecture, j'en suis au chapitre 3, je vais lire 2 chapitres. Et je vous dis à tout à l'heure après la lecture. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Voilà, à tout à l'heure. Chapitre 3. Il était décevant de n'avoir pu rapporter à la fin de cette journée quelque importante affirmation, quelque fait authentique. Les femmes, dit-on, sont plus pauvres que les hommes, pour telle ou telle raison. Peut-être vaudrait-il mieux renoncer à chercher la vérité et à recevoir sur la tête une avalanche d'opinions chaudes comme lave et décolorées comme eau de vaisselle? Ne vaudrait-il pas mieux tirer les rideaux, laisser au dehors les distractions, allumer la lampe, restreindre l'enquête et demander à l'historien, qui enregistre non pas des opinions mais des faits, de décrire les conditions dans lesquelles les femmes vivaient, non pas à travers les siècles, mais en Angleterre, au temps d'Élisabeth par exemple. Pourquoi aucune femme, quand un homme sur 2, semble-t-il, était capable de faire une chanson ou un sonnet, n'a écrit un mot de cette extraordinaire littérature, reste pour moi une énigme cruelle. Quelles étaient les conditions de vie des femmes, me demandai-je, car la fiction, œuvre d'imagination s'il en est, n'est pas déposée sur le sol tel un caillou comme le pourrait être la science. Le roman est semblable à une toile d'araignée, attachée très légèrement peut-être, mais enfin attachée à la vie par ses 4 coins. Souvent les liens sont à peine perceptibles. Les pièces de Shakespeare, par exemple, semblent être suspendues tout naturellement, sans aucune aide. Mais quand la toile est tirée sur le côté, arrachée sur ses bords, déchirée en son milieu, on se souvient que ces toiles ne sont pas tissées dans le vide par des créatures incorporelles, mais sont l'œuvre d'une humanité souffrante et liée à des choses grossièrement matérielles, telles la santé, l'argent et les maisons où nous vivons. Je me dirigeai donc vers le rayon où sont rangés les livres d'histoire et pris l'un des plus récents, l'Histoire d'Angleterre, du professeur Trevelyan. Une fois de plus, je cherchais femme, trouvais situation des et ouvris à la page indiquée « Battre sa femme », lus-je, était alors pour l'homme un droit reconnu que riches et pauvres exerçaient sans vergogne. Sur le même plan, poursuivait l'historien, la fille qui refusait de se marier avec un monsieur choisi par ses parents s'exposait à être enfermée, battue et traînée dans sa chambre sans que l'opinion publique s'en scandalisât. Le mariage n'était pas une affaire d'affection personnelle, mais de cupidité familiale, et cela surtout dans la chevaleresque classe noble. Les fiançailles avaient souvent lieu quand l'une des parties ou toutes deux étaient encore au berceau, et le mariage était célébré quand elles pouvaient à peine se passer des soins de leur nourrice. Les choses en étaient là vers 1470, peu de temps après l'époque de Chaucer. La prochaine mention faite de la situation des femmes se référait au temps des Stuarts, 200 ans plus tard. Il était encore exceptionnel pour les femmes des classes supérieures et moyennes de choisir leur époux. Une fois le mari désigné, il devenait seigneur et maître autant, du moins, que la loi et les coutumes le permettaient. Et pourtant, même dans ces conditions, conclut le professeur Trevelyan, ni les femmes de Shakespeare, ni celles des authentiques mémoires du XVIIe siècle, comme ceux de Vernet et ceux de Hutchinson, ne semblent manquer de personnalité et de caractère. Fin de citation. Certes, à y bien réfléchir, Cléopâtre devait avoir des façons à elle. Lady Macbeth, on peut le supposer, avait sa volonté. Rosaline, pourrait-on croire, était une jeune fille charmante. Le professeur Trevelyan est dans le vrai quand il constate que les femmes de Shakespeare
ne semble manquer ni de personnalité ni de caractère. Quand on n'est pas un historien, on peut même aller plus loin et dire que les femmes flamboient comme des phares dans les œuvres de tous les poètes depuis l'origine des temps. Clytemnestre, Antigone, Cléopâtre, Lady Macbeth, Phèdre, Cressida, Rosaline, Desdémone, la duchesse d'Amalfi dans les drames, puis dans les œuvres en prose, Millamant, Clarisse, Becky Sharp, Anna Karénine, Emma Bovary, Madame de Guermantes. Les noms me viennent à l'esprit en foule et n'évoquent pas des femmes manquant de personnalité et de caractère. Vraiment, si la femme n'avait d'existence que dans les œuvres littéraires masculines, on l'imaginerait comme une créature de la plus haute importance, diverse, héroïque et médiocre, magnifique et vile, infiniment belle et hideuse à l'extrême, avec autant de grandeur que l'homme, davantage même à la vie de quelques-uns. Mais il s'agit là de la femme à travers la fiction. En réalité, comme l'a indiqué le professeur Trevelyan, la femme était enfermée, battue et traînée dans sa chambre. Un être étrange, composite, fait ainsi son apparition. En imagination, elle est de la plus haute importance. En pratique, elle est complètement insignifiante. Elle envahit la poésie d'un bout à l'autre. Elle est, à peu de choses près, absente de l'histoire. Dans la fiction, elle domine la vie des rois et des conquérants. En fait, elle était l'esclave de n'importe quel garçon dont les parents avaient exigé qu'elle portât l'anneau à son doigt. Quelques-unes des paroles les plus inspirées, quelques-unes des pensées les plus profondes de la littérature tombent de ses lèvres. Dans la vie pratique, elle pouvait tout juste lire, à peine écrire, et était la propriété de son mari. C'est certes un monstre étrange, celui que l'on conçoit en lisant tout d'abord les historiens, puis les poètes, un vermisseau qui aurait des ailes d'aigle, l'âme de la vie et de la beauté en train de hacher menu quelques morceaux de l'art dans sa cuisine. Mais ces monstres, si amusants soient-ils pour l'imagination, n'ont pas d'existence réelle. Ce qu'il faudrait faire pour donner vie à la femme, ce serait la concevoir sous un jour poétique et prosaïque, en un seul et même instant, gardant ainsi le contact avec la réalité. Pensez qu'elle est Madame Martin, âgée de 36 ans, habillée de bleu, portant un chapeau noir et des souliers bruns, sans perdre cependant de vue la fiction qui fait d'elle un vase où, sans cesse, coulent, étincelant, les esprits et les élans les plus divers. Pardon. Pourtant, si l'on tente d'appliquer cette méthode à la femme de l'époque élisabéthaine, une lumière fait défaut. On est gêné par la pauvreté des faits. Nous ne savons rien qui soit précis, rien qui soit parfaitement vrai, substantiel sur la femme. L'histoire la mentionne à peine. Et je m'adressais à nouveau au professeur Trevelyan pour savoir quelle était sa conception de l'histoire. J'ai trouvé, en regardant les têtes de chapitres, qu'il la comprenait ainsi. La cour du château et les méthodes de culture en plein champ, les cisterciens et l'élevage des moutons, les croisades, l'université, la chambre des communes, la guerre de 100 ans, la guerre des Deux Roses, les érudits de la Renaissance, la dissolution des monastères, le conflit agraire et religieux, l'origine de la puissance maritime de l'Angleterre, la Grande Armada, etc. De temps en temps, une femme précise est mentionnée, une Élisabeth ou une Marie Stuart, une reine ou une grande dame, mais jamais une femme de la classe moyenne, n'ayant à sa disposition que son intelligence et son caractère, n'a pu participer à l'un quelconque des grands mouvements qui, rapprochés, constituent la vue de l'historien sur le passé. Et nous ne trouverons pas non plus la femme dans les collections d'anecdotes d'Aubrey. Jamais elle n'écrivait leurs mémoires, rarement elle tinrent un journal, on ne possède d'elle qu'une poignée de lettres. Elles ne laissèrent ni drames ni poèmes sur lesquels nous puissions les juger. Ce dont on a besoin, pensais-je, c'est une masse de renseignements. Et pourquoi quelques brillants étudiants de Newham ou de Girton ne nous la procureraient-ils pas? À quel âge se mariait-elle? Combien d'enfants avait-elle en général? À quoi ressemblait leur maison? Disposait-elle d'une chambre à elle?
Faisait-elle la cuisine? Pouvait-elle avoir une domestique? Toutes ces précisions se trouvent quelque part, dans les registres communaux et les livres de contes, sans doute. La vie de la femme moyenne sous le règne d'Élisabeth doit être dispersée en de multiples endroits. Ne pourrait-on pas rassembler ces éléments épars et en faire un livre? C'est là une ambition qui dépasse mon audace, pensais-je, tout en cherchant sur les rayons des livres qui ne s'y trouvaient pas, que de suggérer aux étudiants de ces fameuses facultés de réécrire l'histoire. Il me semble pourtant bien reconnaître que l'histoire telle qu'elle est semble un peu bizarre, irréelle et bâtie de guingois. Mais pourquoi n'ajouterait-on pas un supplément à l'histoire? Supplément auquel on donnerait bien entendu un nom sans importance pour que les femmes y puissent figurer sans inconvenance. Car souvent on les entrevoit dans la vie des grands, passant en toute hâte à l'arrière-plan, dissimulant, j'imagine, un clignement d'œil, un rire, peut-être une larme. Et après tout, nous avons un nombre respectable de biographies de Jane Austen. Il semble à peine nécessaire d'examiner à nouveau l'influence des tragédies de Joanna Baillie sur la poésie d'Edgar Allan Poe. Quant à moi, je ne verrai pas d'inconvénient à fermer pour au moins un siècle les diverses demeures de Mary Russell Mitford. Mais ce qui me semble déplorable, continuai-je, regardant de nouveau du côté des rayons, c'est qu'on ne sache rien qui concerne les femmes avant le XVIIIe siècle. Rien ne me permet de savoir si je dois m'adresser ici ou là. Me voici en train de me demander pourquoi, à l'époque élisabéthaine, les femmes n'écrivaient pas de poésie, et je ne suis pas seulement sûre de la façon dont elles étaient élevées. Leur apprenait-on à écrire? Avaient-elles un salon personnel? Combien de femmes avaient-elles des enfants avant leur 21e année? En un mot, que faisaient-elles de 8 h du matin à 8 h du soir? Elles n'avaient pas d'argent, c'est certain. Selon le professeur Trevelyan, elles étaient mariées, que cela leur plût ou non, avant même leur sortie de la nurserie, vers 15 ou 16 ans probablement. Il eût été bien étrange, d'après ce tableau, de voir l'une d'elles soudain se mettre à écrire les pièces de Shakespeare, me dis-je en conclusion, et je pensais à ce vieux monsieur, mort maintenant, mais qui était, je crois, évêque. Il déclarait qu'il était impossible qu'une femme ait eu dans le passé, ait dans le présent ou dans l'avenir le génie de Shakespeare. Il adressait aux journaux des articles sur ce sujet. C'est lui aussi qui déclara à une dame qui s'était renseignée auprès de lui qu'en vérité les chats n'allaient pas au ciel, bien que, ajouta-t-il, ils aient une certaine forme d'âme. Quelle somme de réflexion ces vieux messieurs ont dépensé pour notre salut! Comme les bornes de l'ignorance ont reculé à leur approche. Les chats ne vont pas au ciel. Les femmes ne peuvent pas écrire les pièces de Shakespeare. Quoi qu'il en soit, je ne pouvais m'empêcher de penser, tout en regardant les œuvres de Shakespeare sur leur crayon, que l'évêque avait raison, du moins sur ce point. Il aurait été impensable qu'une femme écrivît les pièces de Shakespeare à l'époque de Shakespeare. Laissez-moi imaginer, puisque les faits précis sont si difficiles à établir, ce qui serait arrivé si Shakespeare avait eu une sœur merveilleusement douée, appelée, mettons, Judith. Shakespeare lui-même fréquentait vraisemblablement sa mère, était une héritière, une école où on lui enseignait le latin, Ovide, Virgile et Horace, et les éléments de la grammaire et de la logique. Nous savons tous que c'était un garçon déchaîné qui braconnait les lapins, tirait peut-être sur les cerfs et fut contraint d'épouser, plutôt qu'il n'aurait fallu, une femme du voisinage qui lui donna un enfant plus vite qu'elle n'aurait dû. Cette aventure le contraignit à tenter sa chance à Londres. Il avait, semble-t-il, du goût pour le théâtre. Il commença sa carrière en tenant les chevaux devant l'entrée des artistes. Peu après, il trouva du travail au théâtre, devint un acteur en vogue et vécut au centre de l'univers, rencontrant tout le monde, pratiquant son art sur les planches, exerçant son esprit dans les rues et trouvant même accès au palais de la reine. Pendant ce temps, sa sœur, si merveilleusement douée, nous sommes dans le domaine des suppositions, restait à la maison. Elle avait, autant que son frère, le goût de l'aventure, était comme lui pleine d'imagination et brûlait du désir de voir le monde tel qu'il était. Mais on ne l'envoya pas étudier en classe. Elle n'eut pas l'occasion d'étudier la grammaire et la logique, moins encore celle de lire Horace ou Virgile.
De temps à autre, elle attrapait un livre, un des livres de son frère, peut-être lisait quelques pages. Mais arrivaient alors ses parents qui lui disaient de raccommoder les chaussettes ou de surveiller le ragoût et de ne pas perdre son temps avec des livres et des papiers. Sans doute lui parlait-il sévèrement, mais avec beaucoup de bonté, car c'étaient des gens pratiques, connaissant les conditions de vie d'une femme et aimant leur fille, qui était très vraisemblablement la prunelle des yeux de son père. Peut-être griffonnait-elle quelques pages en cachette dans le fruitier, mais elle avait bien soin alors de les cacher ou de les mettre au feu. Mais bientôt, cependant, avant même qu'elle eût atteint sa 20e année, on la fiança au fils du négociant en laine du voisinage. Elle pleura, criant que le mariage lui faisait horreur, ce pourquoi son père la frappa durement. Puis il cessa de la gronder et la supplia de ne pas lui faire de tort et de ne pas le couvrir de honte dans cette histoire de mariage. Il allait, lui dit-il, lui offrir un collier de perles et un joli jupon. Et, disant cela, il avait les larmes aux yeux. Comment pouvait-elle lui désobéir? Comment pouvait-elle briser le cœur de son père? Mais la puissance du génie de cette fille la poussait à la révolte. Elle fit un paquet de ce qu'elle possédait, se laissa glisser le long d'une corde par une nuit d'été et prit la route de Londres. Elle n'avait pas 17 ans. Les oiseaux qui chantaient dans la haie n'étaient pas plus harmonieux qu'elle. Elle avait l'imagination la plus vive, le même don que son frère pour la musique des mots. Comme lui, elle avait du goût pour le théâtre. Elle se tint devant l'entrée des artistes. Elle voulait, disait-elle, jouer. Les hommes se moquaient d'elle. Le directeur, un gros homme aux lèvres pendantes, éclata de rire. Il aboya quelque chose concernant les caniches qui dansent et les femmes qui jouent. Aucune femme, lui déclara-t-il, ne saurait être actrice. Il fit allusion à ce que vous devinez. Il était impossible à la jeune fille d'apprendre son art. Pouvait-elle même se mettre en quête d'un dîner dans une taverne ou errer dans les rues à minuit? Et pourtant, elle était génialement douée pour la fiction et brûlait du désir de se repaître de la vie des hommes et des femmes, d'étudier leurs divers comportements. En fin de compte, car elle était très jeune et son visage ressemblait étrangement à celui de Shakespeare le poète, elle avait les mêmes yeux et les mêmes sourcils arqués. En fin de compte, Nick Green, l'acteur-directeur, la prit en pitié. Elle se trouva enceinte de ce monsieur et, qui peut évaluer l'ardeur et la violence d'un cœur de poète quand ce cœur habite le corps d'une femme, est intimement lié à lui, se tua par une nuit d'hiver et repose à quelques croisements où les omnibus s'arrêtent à présent devant l'Elephant and Castle. Je crois que c'est à peu de choses près ainsi que l'histoire se serait déroulée si une femme au temps de Shakespeare avait eu le génie de Shakespeare. Pour moi, je suis d'accord avec le défunt évêque. Si tel était le destin des femmes, il est certes impensable qu'une femme au temps de Shakespeare ait eu le génie de Shakespeare. Car un génie comme celui de Shakespeare n'est pas né parmi des gens en train de se livrer à un travail pénible au milieu d'êtres grossiers et d'esclaves. Il ne naquit pas en Angleterre parmi les Saxons et les Bretons. Il ne naît pas aujourd'hui dans les classes ouvrières. Comment alors eût-il pu naître parmi les femmes dont le travail commençait, selon le professeur Trevelyan, presque avant leur sortie de la nurserie, qui étaient contraintes à ce travail par leurs propres parents, qui étaient maintenues à leur tâche par la puissance de la loi et des coutumes? Et pourtant, certaines formes de génie ont dû exister parmi les femmes, comme aussi dans les classes ouvrières. De temps à autre, une Emily Brontë ou un Robert Burns éclate et révèle la présence d'un génie. Mais, à coup sûr, il ne pouvait alors aller jusqu'à se manifester en écrivant. Si bien que chaque fois qu'il est question de sorcières à qui on fit prendre un bain forcé, ou de femmes possédées par les démons, ou de rebouteuses qui vendirent des herbes, ou même d'un homme de talent dont la mère fut remarquable, je me dis que nous sommes sur la trace d'un romancier, d'un poète qui ne se révéla pas, de quelque Jane Austen silencieuse et sans gloire, de quelque Emily Brontë qui se fit sauter la cervelle sur la lande, ou qui, rendue folle et torturée par son propre génie, courut le visage convulsé par les chemins. Vraiment, j'aimerais aller jusqu'à supposer que cette anonyme, qui a écrit tant de poèmes sans les signer, était souvent une femme. Ce furent des femmes, ainsi qu'Edward Fitzgerald, je crois, l'a suggéré, qui créèrent les ballades, les chansons populaires, les fredonnant à leurs enfants, les chantant pour charmer leurs travaux de fileuse ou pour tromper les longues nuits d'hiver.
Tout cela est peut-être faux, peut-être vrai. Qui pourrait le dire? Mais ce qui me semble vrai quand je pense à l'histoire de la sœur de Shakespeare telle que je vous l'ai contée, c'est que n'importe quelle femme née au XVIe siècle et magnifiquement douée serait devenue folle, se serait tuée ou aurait terminé ses jours dans quelque chaumière éloignée de tout village, mi-sorcière, mi-magicienne, objet de crainte et de dérision. Car point n'est besoin d'être grand psychologue pour se convaincre qu'une fille de génie qui aurait tenté de se servir de son don poétique aurait été à tel point contrecarrée par les autres, torturée et tiraillée en tous sens par ses propres instincts, qu'elle aurait perdu santé et raison. Aucune fille n'aurait pu se rendre à pied à Londres, se tenir à l'entrée des artistes et forcer son chemin jusqu'auprès des acteurs-directeurs sans se faire violence et sans être suppliciée par une souffrance illogique peut-être, car il se peut que la chasteté ne soit qu'un tabou inventé par certaines sociétés pour des causes inconnues, mais qui n'en était pas moins inévitable. La chasteté avait alors, elle a même encore maintenant, une importance religieuse dans la vie d'une femme. Et elle s'est à ce point enveloppée de nerfs et d'instincts que pour la détacher et la mener à la lumière du jour, il faudrait un courage des plus rares. Une vie libre, à Londres, au XVIe siècle, aurait impliqué pour une femme poète et auteur dramatique une tension nerveuse et un déchirement tel qu'il l'aurait sans doute tuée. Eût-elle survécu, tout ce qu'elle eût écrit, découlant d'une imagination faussée et morbide, en eût été déformé et contrefait. Et sans doute, pensais-je, regardant le rayon où ne se trouve point de pièces écrites par des femmes, n'aurait-elle pas signé ses œuvres? Ce refuge de l'anonymat, elle l'aurait certainement recherché. C'est un reliquat du sens de la chasteté qui incita jusqu'au XIXe siècle les femmes à garder l'anonymat. Currer Bell, George Eliot, George Sand, toutes, victimes du conflit intérieur comme en témoignent leurs écrits, cherchèrent en vain à se voiler en se servant d'un nom d'homme. Elle rendait ainsi hommage à cette convention qui, si elle n'a pas été créée par l'autre sexe, a du moins été si fortement encouragée par lui. La plus grande gloire pour une femme est qu'on ne parle pas d'elle, disait Périclès, qui était, lui, un des hommes dont on parla le plus. Que toute publicité les concernant est détestable. L'anonymat court dans leurs veines. Le désir d'être voilées les possède encore. Même aujourd'hui, elles sont loin d'être aussi préoccupées que les hommes par le soin de leur gloire et, en général, peuvent passer devant une pierre tombale ou un poteau indicateur sans éprouver l'irrésistible désir d'y graver leur nom, ce à quoi Alf, Berthe ou Chasse sont contraints, poussés par cet instinct qui les fait grogner dès qu'ils voient passer une belle femme ou même un chien. Ce chien est à moi. Et bien entendu, il ne s'agit peut-être pas d'un chien, pensais-je, me souvenant de Parliament Square, de la Siège Allée et d'autres avenues. Il peut s'agir d'un lopin de terre ou d'un homme aux cheveux noirs et bouclés. C'est là l'une des plus grandes supériorités de la femme que de pouvoir passer, fût-ce à côté d'une belle négresse, sans vouloir en faire une anglaise. C'est donc cette femme, née au XVIe siècle et douée pour la poésie, était une femme malheureuse, une femme en lutte contre elle-même. Les conditions de sa vie, ses propres instincts étaient contraires à l'état d'esprit qui permet de libérer les créations du cerveau et de leur donner vie. Mais quel est donc l'état d'esprit le plus propice à l'acte de création, me demandai-je. Peut-on avoir une idée de l'état qui favorise et rend possible cette étrange activité? C'est alors que j'ouvris un volume contenant les tragédies de Shakespeare. Quel était l'état d'esprit de Shakespeare, par exemple, quand il écrivit Le Roi Lear et Antoine et Cléopâtre? C'était assurément l'état d'esprit le plus favorable à la poésie qui ait jamais existé. Mais Shakespeare lui-même ne nous en a rien dit. C'est par hasard que nous savons que jamais il n'effaçait une ligne. À vrai dire, rien jamais n'a été dit par l'artiste lui-même sur son état d'esprit jusque, sans doute, au XVIIIe siècle. Il se peut que Rousseau ait été le premier à parler de ces choses. Quoi qu'il en soit, vers le XIXe siècle, la conscience de soi s'était développée au point que d'écrire leurs états d'âme dans des confessions et des autobiographies devint une habitude des hommes de lettres. Ce devint aussi une coutume d'écrire leurs biographies et de publier leurs lettres après leur mort.
aussi. Bien que nous ne sachions rien des états d'âme de Shakespeare écrivant Le Roi Lear, nous n'ignorons rien de ceux de Carlyle élaborant la Révolution française. Nous connaissons les tourments de Flaubert écrivant Madame Bovary et ceux de Keats quand il essaya de composer des poèmes malgré l'approche de la mort et l'indifférence du monde. Et cette énorme littérature moderne de confession et d'auto-analyse permet de déduire qu'écrire une œuvre géniale est presque toujours un exploit d'une prodigieuse difficulté. Tout semble s'opposer à ce que l'œuvre sorte entière et achevée du cerveau de l'écrivain. Les circonstances matérielles lui sont, en général, hostiles. Des chiens aboient, des gens viennent interrompre le travail, il faut gagner de l'argent, la santé s'altère. De plus, l'indifférence bien connue du monde aggrave ces difficultés et les rend plus pénibles. Le monde ne demande pas aux gens d'écrire des poèmes, des romans ou des histoires. Il n'a aucun besoin de ces choses. Peu lui importe que Flaubert trouve le mot juste ou que Carlyle vérifie scrupuleusement tel ou tel événement. Et, bien entendu, il ne paye point ce dont il n'a cure. C'est pourquoi l'écrivain, qu'il soit Keats, Flaubert ou Carlyle, est atteint de toutes les formes de déséquilibre et de découragement, et cela surtout pendant les années fécondes de la jeunesse. Une malédiction, un cri de douleur s'élève de leurs livres d'analyse et de confession. Grands poètes morts dans la misère, tel est le refrain de leur chant. Si, en dépit de toutes ces difficultés, quelque chose naît, c'est miracle. Et sans doute aucun livre ne vient-il au jour aussi pur et aussi achevé qu'il fut conçu. Mais les difficultés, pensais-je regardant les rayons vides, étaient infiniment plus terribles quand il s'agissait de femmes. Et tout d'abord, il était hors de question qu'elles eussent une pièce personnelle. Ne parlons pas d'une pièce tranquille ou à l'abri du bruit. À moins que leurs parents ne fussent exceptionnellement riches ou de grande noblesse. Et cela jusqu'au début du XIXe siècle, puisque leur argent de poche, qui dépendait du bon vouloir de leur père, ne suffisait qu'à leur permettre de s'habiller, elles étaient privées de ces douceurs qu'obtenaient même Keats ou Tennyson ou Carlyle, tous trois pauvres cependant, petite excursion, petit voyage en France, logements séparés qui, même assez misérables, les mettaient à l'abri des exigences et des tyrannies familiales. Les difficultés matérielles auxquelles les femmes se heurtaient étaient terribles. Mais bien pire étaient pour elles les difficultés immatérielles. L'indifférence du monde que Keats et Flaubert et d'autres hommes de génie ont trouvé dure à supporter était, lorsqu'il s'agissait de femmes, non pas de l'indifférence, mais de l'hostilité. Le monde ne leur disait pas ce qu'il disait aux hommes. « Écrivez si vous le voulez, je m'en moque. » Le monde leur disait avec un éclat de rire « Écrire, pourquoi écririez-vous » C'est ici que les psychologues de Newham et de Girton pourraient venir à notre aide, me dis-je, fixant à nouveau les espaces vides sur les rayons. Car il serait sûrement bon de vérifier l'effet du découragement sur l'esprit de l'artiste. Comme j'ai vu une société laitière expérimenter sur un rat l'effet du lait ordinaire et celui du lait de première qualité. On mit 2 rats dans des cages placées l'une à côté de l'autre. L'un des deux devint timide, chétif et ne grandit point. L'autre devint luisant, hardi et gras. Eh bien, de quels aliments nourrissons-nous les femmes artistes ? Me demandai-je, me rappelant, je suppose, le dîner aux prunes et à la crème. Pour répondre à ma question, je n'avais qu'à ouvrir le journal du soir et lire que Lord Birkenhead est d'avis, mais vraiment je ne vais pas me donner la peine de recopier l'avis de Lord Birkenhead sur les écrits des femmes. Ce que dit le doyen Inch, je n'y toucherai pas. Le spécialiste de Harley Street peut éveiller les échos de Harley Street avec ses vociférations. Cela ne fera pas se dresser un cheveu de ma tête. Je veux pourtant citer M. Oscar Browning, parce que M. Oscar Browning fut autrefois un grand personnage à Cambridge et aussi examinateur à Girton et Newham. M. Oscar Browning avait coutume de déclarer que l'impression laissée sur son esprit après avoir parcouru n'importe quelle catégorie de copies d'examen, indépendamment des notes alors attribuées, était celle-ci. La meilleure des femmes est intellectuellement inférieure au pire des hommes. Après avoir ainsi parlé, M. Browning retourna dans son appartement. Et c'est ce qui va suivre qui le rend aimable et fait de lui un être humain de quelque poids et majesté. Il retourna dans son appartement et trouva là un garçon d'écurie étendu sur son canapé.
un vrai squelette aux joues creuses et blêmes, aux dents noires et qui ne semblait pas avoir l'entier usage de ses membres. « Voici Arthur, dit M. Browning. Vraiment, quel beau garçon et quelle noblesse d'âme. Ces deux tableaux m'ont toujours semblé se compléter l'un l'autre. Et heureusement, en ce siècle de biographie, ces deux tableaux se complètent souvent, si bien que nous sommes à même d'interpréter les opinions des grands hommes non seulement d'après leurs paroles, mais aussi d'après leurs actes. Ce contrôle est possible de nos jours, mais imaginez, il y a seulement 50 ans, le poids d'une opinion comme celle de M. Oscar Browning sortant de la bouche d'hommes pleins d'autorité. Imaginez un père qui, au nom des plus nobles motifs, n'eût pas voulu voir sa fille quitter la maison pour devenir écrivain, peintre ou savant. Vois donc ce que déclare M. Oscar Browning, aurait-il sans doute dit. Et M. Oscar Browning n'était pas seul. Il y avait la Saturday Review. Il y avait M. Craig. La caractéristique de la femme, disait avec emphase M. Craig, c'est d'être entretenue par l'homme et d'être à son service. Il existait une masse immense de déclarations masculines tendant à démontrer qu'on ne pouvait rien attendre intellectuellement d'une femme. Même si son père ne lui faisait pas lecture de ces déclarations, toute fille pouvait les lire. Et cette lecture, même au XIXe siècle, devait diminuer sa vitalité et affecter profondément son œuvre. Quoi qu'il arrivât, cette affirmation existait. Vous ne pouvez faire ceci, vous êtes incapable de faire cela. Et il fallait protester contre elle, il fallait la surmonter. Il est probable qu'en ce qui concerne les romancières, ce virus n'est plus aujourd'hui qu'une grande nocivité. Car il y a eu parmi les femmes des romancières de valeur. Mais contre les femmes peintres, il doit avoir gardé quelque efficacité. Et en ce qui concerne les musiciennes, il semble avoir conservé, même à l'heure actuelle, toute sa virulence. La femme compositeur occupe aujourd'hui la place qu'occupait l'actrice au temps de Shakespeare. Nick Green, pensais-je, me remémorant l'histoire que j'avais inventée à propos de la sœur de Shakespeare, disait qu'une actrice lui faisait penser à un chien qui danse. Johnson, 200 ans plus tard, répéta cette phrase en l'appliquant aux femmes qui prêchaient. Et voici, dis-je, ouvrant un livre traitant de musique, ces mêmes mots appliqués de nouveau en cette année de grâce 1928 aux femmes qui essayent de composer des œuvres musicales. À propos de Mademoiselle Germaine Taillefer, on ne peut que répéter les paroles du Dr Johnson concernant une femme prêcheuse en les transposant en termes de musique. Monsieur, une femme qui compose est semblable à un chien qui marche sur ses pattes de derrière. Ce qu'il fait n'est pas bien fait, mais vous êtes surpris de le voir faire, tant l'histoire se répète avec fidélité. Donc, dis-je, en conclusion, refermant la biographie de M. Oscar Browning et repoussant les autres livres, donc même au XIXe siècle, on n'encourageait pas les femmes à devenir des artistes. Au contraire, on les humiliait, on les souffletait, les sermonnait et les exhortait. La nécessité où elles se trouvèrent de s'opposer à ceci, de désapprouver cela, a dû tendre leur nerf à l'extrême et diminuer leur force vitale. Car ici, nous nous approchons de ce complexe masculin, une fois encore si intéressant et obscur, qui eut une telle influence sur l'évolution des femmes. Le désir profondément enraciné en l'homme, non pas tant qu'elle soit inférieure, mais plutôt que lui soit supérieur. Désir qui l'incite à se placer de façon à attirer tous les regards, non seulement dans le domaine de l'art, et à transformer la politique en chasse gardée, même quand le risque qu'il court semble infime et la suppliante humble et dévouée. Jusqu'à Lady Bessborough, qui, je m'en souviens, malgré toute sa passion pour la politique, dut s'incliner humblement et écrire à Lord Granville Leveson Gower « Nonobstant toute ma violence en politique et mes discours à ce propos, je suis parfaitement d'accord avec vous sur le fait que ce n'est pas affaire de femme que de se mêler de politique ou de toute autre affaire sérieuse, en allant plus loin que donner son avis si on le lui demande. » Si bien que, pour épuiser son enthousiasme dans un domaine où il ne rencontre aucune sorte d'obstacle, elle poursuit en parlant de ce sujet d'une importance capitale. Le premier discours de Lord Granville à la Chambre des communes. Ce spectacle est certainement étrange, pensais-je. L'histoire de l'opposition des hommes à l'émancipation des femmes est plus intéressante peut-être que l'histoire de cette émancipation elle-même. Quel livre amusant on pourrait faire si quelques jeunes étudiantes de Girton Newham s'avisaient d'en réunir les matériaux
et d'en tirer une théorie. Mais il faudrait à cette étudiante de gros gants pour couvrir ses mains et des barreaux pour la protéger contre la tentation de l'or massif. Mais les choses qui nous amusent aujourd'hui, je me le rappelais en refermant Lady Bessborough, durent jadis être prises au tragique. Les opinions qu'aujourd'hui l'on fourre dans un livre étiqueté Cock-a-doodle-dum et met en réserve afin d'en faire lecture devant un auditoire choisi, durant les soirées d'été, faisant pleurer naguère, je vous l'assure. Parmi vos grands-mères et arrière-grands-mères, beaucoup pleurèrent toutes les larmes de leurs yeux. Florence Nightingale, dans sa douleur, poussa des cris déchirants. Ajoutons qu'il vous est facile, à vous qui avez fréquenté l'université, à vous qui possédez en propre des salons, où sont seulement des chambres à coucher, de dire que le génie devrait dédaigner les opinions de ce genre, que le génie devrait se trouver au-dessus de ce qu'on peut en dire. Malheureusement, ce sont précisément les hommes et les femmes de génie qui prêtent le plus d'attention à ce que l'on dit d'eux. Souvenez-vous de Keats, souvenez-vous des mots qu'il avait gravés sur sa pierre tombale. Pensez à Tennyson, pensez... Mais est-il besoin que je multiplie les preuves du fait indiscutable, bien que fâcheux, qu'il est dans la nature de l'artiste de prêter une attention excessive à ce que l'on dit de lui? La littérature est parsemée d'épaves d'hommes qui prêtèrent une attention disproportionnée aux opinions d'autrui. Et cette susceptibilité qui leur est propre est doublement fâcheuse, pensais-je, revenant à mon enquête première, c'est-à-dire tentant de découvrir quel est l'état d'esprit le plus favorable au travail de création. Car l'esprit d'un artiste, afin d'accomplir le prodigieux effort nécessaire pour donner vie à l'œuvre qui est en lui, doit être incandescent comme le fut l'esprit de Shakespeare. C'est du moins ce que je supposais, regardant le livre montrant Antoine et Cléopâtre. Il ne doit plus rencontrer en lui-même d'obstacles ni aucune matière étrangère inassimilée. Car bien que nous déclarions ne rien connaître de l'état d'esprit de Shakespeare, par cette déclaration même, nous disons quelque chose qui a trait à l'état d'esprit de Shakespeare. Peut-être savons-nous si peu de choses concernant Shakespeare, comparé à ce que nous savons de Donne ou de Ben Jonson ou de Milton, parce que ses rancunes, ses dépits et ses antipathies nous sont cachés. Nous ne sommes pas soutenus par quelques révélations qui nous fit penser à l'écrivain. Shakespeare sut chasser de lui et détruire jusqu'à la moindre velléité de protestation, de sermon, jusqu'au moindre désir de proclamer une injustice, de régler un compte, de prendre le monde à témoin de ses épreuves ou de ses griefs. C'est pourquoi sa poésie jaillit de lui en toute liberté, sans se heurter à aucun obstacle. Si jamais un être humain a pu s'exprimer complètement dans son œuvre, ce fut Shakespeare. Si jamais esprit fut incandescent, merveilleusement libre, pensais-je, me tournant de nouveau vers la bibliothèque, ce fut celui de Shakespeare. Chapitre 4. C'est intéressant, on a envie de dire plein de choses, non? Peut-être que c'était la jeunesse aussi. La jeunesse est... Je suis pas tout à fait d'accord avec elle. On sent quand même dans l'œuvre de Shakespeare des critiques. Les mêmes critiques qui pourraient passer à travers la poésie de Rimbaud, surtout dans son œuvre de jeunesse. Je ne sais pas. Je dis ça là, je ne suis pas spécialiste. Je suis lectrice, donc je continue mon chapitre 4. Non, je ne suis pas que lectrice. Comme tout le monde. Chapitre 4. Il est de toute évidence impossible de trouver au XVIe siècle une femme partageant cet état d'esprit. Il nous suffit de penser aux pierres tombales du temps d'Élisabeth avec tous ses enfants agenouillés.
mains jointes et à la mort prématurée de ces femmes, et de voir leur maison aux chambres sombres et étriquées, pour nous rendre compte qu'il était impossible alors à une femme d'écrire le moindre poème. Ce que l'on s'attendrait à trouver serait, en un temps moins éloigné d'une autre, quelque grande dame mettant à profit sa liberté et son confort relatif pour publier quelque chose sous son nom, au risque d'être considérée comme un monstre. Les hommes, bien entendu, ne sont pas vaniteux, continuai-je, évitant soigneusement le féminisme notoire de Miss Rebecca West. Mais la plupart d'entre eux suivent avec sympathie les efforts d'une comtesse pour écrire des vers. On s'attendrait donc à voir une dame titrée, trouver beaucoup plus d'encouragement qu'en eussent, à la même époque, reçu une Miss Austen ou une Miss Brontë inconnue. Mais on s'attendrait aussi à trouver l'esprit de cette noble dame troublée par des émotions étrangères comme la peur et la haine, et ses poèmes révélaient des traces de ce trouble. Voici Lady Winchelsea, par exemple, pensais-je, prenant ses œuvres. Elle est née en l'année 1661. Elle était noble par sa naissance et par son mariage. Elle n'eut pas d'enfant. Elle écrivit des vers, et on n'a qu'à ouvrir un recueil de ses poèmes pour voir éclater son indignation devant la condition des femmes. Comme nous sommes déchus par la faute de principes erronés, et plus que de la nature victime de l'éducation, privés de tous les ornements de l'esprit et voués par système à la stupidité. Et si quelqu'une d'entre nous s'élève au-dessus des autres, mue par une imagination plus vive et poussée par l'ambition, si forte la faction opposée toujours lui apparaît, que l'espoir de réussir ne peut jamais contrebalancer la peur. Certes, Lady Winchelsea n'avait point détruit tous les obstacles, son esprit n'était pas incandescent. Bien au contraire, il était épuisé, troublé par les haines et les rancunes. L'espèce humaine, à ses yeux, se divisait en deux parties. Les hommes sont la faction opposée. Les hommes sont haïs et redoutés car ils ont le pouvoir de lui barrer la voie qui l'amène vers tout ce qu'elle désire, écrire. Hélas, elle recite, « Hélas, une femme qui entreprend d'écrire comme une créature si présomptueuse et considérée que sa faute ne peut être par aucun mérite compensée. Ils nous disent que nous nous trompons de sexe et de voix. Bonne manière, mode, danse, toilette, jeu, voilà les talents que nous devrions briguer. Écrire ou lire ou penser ou nous instruire ternirait notre beauté et épuiserait notre temps et interromprait les conquêtes de notre printemps, alors que l'ennuyeuse besogne de gérer une maison asservie est tenue par certains pour notre art suprême et notre utilité. Certes, il faut le courage d'écrire, sûr que ce qu'elle écrit ne sera jamais publié. Il lui faut tenter de s'apaiser par ce triste chant. Chante pour quelques amis et pour tes peines. Au bosquet de laurier, tu n'as jamais été destiné. Ombres épaisses et trouve là ton contentement. Pourtant, il est clair que si elle avait pu en chasser la haine et la peur, au lieu d'emplir d'amertume et de ressentiment son esprit, le feu qui brûlait en elle eût été d'une belle ardeur. De temps à autre, des mots jaillissent qui sont de pure poésie. Et tu ne veux pas en des soieries fanées, imiter, timide, l'inimitable rose. Ces vers sont à juste titre loués par M. Murray, et il semble que Pope se soit souvenu de ces autres et les a empruntés. Maintenant, la jonquille triomphe du faible cerveau, nous défaillons sous l'aromatique peine. Il est 1000 fois regrettable que la femme qui pouvait écrire ainsi et dont l'esprit s'accordait à la nature et aimait la méditation ait été contrainte à la colère et à l'amertume. Mais comment eût-il pu en être autrement, me demandai-je, imaginant les sarcasmes et les rires, la flatterie des flagorneurs et le scepticisme du poète professionnel. Sans doute s'est-elle enfermée dans une chambre à la campagne pour y écrire, sans doute a-t-elle été déchirée par la rancœur et les scrupules, malgré le meilleur des maris, une vie conjugale parfaite, du moins je le suppose, car lorsqu'on en vient à rechercher les faits concernant Lady Winchelsea, on découvre, comme d'habitude, qu'on ignore presque tout. Elle souffrait terriblement de mélancolie, ce que, jusqu'à un certain point, nous nous expliquons facilement quand nous l'écoutons nous raconter comment, sous l'emprise de cette humeur mélancolique, elle voyait mes vers décriés et mon occupation considérée comme une folie sans utilité et une présomptueuse erreur. L'occupation qui était ainsi critiquée était, autant qu'on en peut juger, cette chose innocente qui consiste à flâner à travers les champs et à rêvasser.
Ma main se complaît à copier les choses inhabituelles, à s'écarter des voix connues et coutumières, et ne veut en des soieries fanées imiter, timide, l'inimitable Rose. Si c'était là son habitude et si c'était là ses délices, il lui fallait s'attendre qu'on se moquât d'elle. Et c'est pourquoi l'on dit que Pop ou Gay la qualifiait de bas-bleu piqué par le besoin d'écrire. On pense aussi qu'elle offensa Gay en se moquant de lui. Elle déclara que son livre Trivia révélait qu'il était plus fait pour marcher devant une chaise à porteur que pour se trouver à l'intérieur de la dite chaise. Mais ce sont là commérages de caractère douteux et, dit M. Murray, dépourvus d'intérêt. Mais ici, je ne suis pas d'accord avec lui, car j'aurais aimé avoir davantage de ces commérages, fussent-ils douteux, de sorte qu'il m'eût été possible de retrouver ou de reconstituer une image de cette dame mélancolique qui aimait à errer dans les champs, à penser aux choses inhabituelles et dédaignait avec tant d'étourderie et d'imprudence l'ennuyeuse besogne de gérer une maison asservie. Mais elle devint prolixe, déclare M. Murray. Son don fut envahi d'herbes sauvages, entouré de broussailles. Il ne put servir à révéler ses richesses, ni ses beautés et sa distinction. Replaçant son livre sur le rayon, je me tournai vers une autre grande dame, la duchesse que Lamb aima, Margaret de Newcastle, l'écervelée, la fantasque, contemporaine bien qu'un peu plus âgée de Lady Winchelsea. Elles furent très différentes l'une de l'autre, mais se ressemblèrent en ceci que toutes deux furent nobles, toutes deux sans enfants et toutes deux unies au meilleur des époux. En leur cœur brûla la même passion pour la poésie, passion enlaidie et déformée par les mêmes causes. Ouvrez un livre de la duchesse et vous y trouverez les mêmes éclats de colère que chez sa cadette. Les femmes vivent comme des chauves-souris ou des hiboux, travaillent comme des bêtes et meurent comme des vers. Margaret, elle aussi, aurait pu être une poétesse. De nos jours, son activité aurait fait tourner quelques roues. Telles qu'étaient les choses, qu'est-ce donc qui aurait pu maîtriser, apprivoiser ou civiliser pour l'usage humain cette intelligence sauvage, généreuse, inculte? Elle se déversa pêle-mêle en des torrents de vers et de prose, de poésie et de philosophie qui sont là, figés dans des in-quarto et des in-folio que jamais personne ne lit. On aurait dû placer entre ses mains un microscope. On aurait dû lui apprendre à regarder les étoiles et à raisonner scientifiquement. Son esprit était aigri par la solitude et la liberté. Nul ne la contrôlait, nul ne l'instruisait. Les professeurs la flattaient. À la cour, on se gaussait d'elle. Sir Egerton Bridges se plaignait de sa grossièreté puisqu'elle venait d'une femme de haut rang élevée dans les cours. Elle s'enferma seule à Welbeck. Quelle image de solitude et de tumulte la pensée de Margaret Cavendish éveille-t-elle dans l'esprit? On pense à un concombre géant s'étalant dans un jardin en y étouffant les roses et les œillets. Quel malheur pour cette femme qui disait « Les femmes les mieux élevées sont celles dont l'esprit est le plus civil », d'avoir été contrainte à gaspiller son temps en gribouillages absurdes, à s'enfoncer dans les ténèbres et la folie au point que les gens fissent cercle autour de son carrosse quand elle en sortait. Évidemment, la folle duchesse devint le croque-mitaine dont on se servit pour faire peur aux filles intelligentes. Replaçant la duchesse dans les rayons et ouvrant les lettres de Dorothy Osborne, je me souviens de ce que Dorothy écrivait à Temple à propos du nouveau livre de la duchesse. La pauvre femme est sûrement un peu folle, sinon elle ne pourrait être assez ridicule pour s'aventurer à écrire, et qui plus est, en vers. Même si je devais ne pas dormir de cette quinzaine, je n'en viendrais pas là. Et puisqu'une femme sensée et modeste ne pouvait écrire de livre, Dorothy, qui était délicate et mélancolique et d'une nature totalement opposée à celle de la duchesse, n'écrivit rien. Les lettres ne comptaient pas. Une femme pouvait écrire des lettres assise au chevet de son père malade. Elle pouvait les écrire au coin du feu sans déranger les hommes dans leur conversation. Excusez-moi. L'étrange de la chose, pensais-je, tournant les pages du recueil des lettres de Dorothy, est le don de cette fille solitaire et sans instruction pour construire une phrase ou construire une scène. Écoutons ce récit. Après dîner, nous nous asseyons et nous causons jusqu'à ce qu'il soit question de Monsieur B. Et alors je m'en vais.
Pendant les grandes chaleurs, je lis ou je travaille et vers 6 ou 7 heures, je sors et me rends sur un terrain communal qui s'étend près de la maison. Là, un grand nombre de jeunes filles gardent les moutons et les vaches et s'asseyent à l'ombre et chantent des ballades. Je vais vers elles et compare leur voix et leur beauté à celles de quelques bergères de l'Antiquité dont les livres me parlent. Je trouve qu'elles leur ressemblent peu. Mais croyez-moi, je pense qu'elles sont aussi innocentes que les autres. Je leur parle et trouve qu'il ne leur manque, pour être les plus heureuses du monde, que la conscience de l'être. Le plus souvent, quand nous sommes au beau milieu de notre discours, l'une ou l'autre regarde autour d'elle et s'aperçoit que ces vaches entrent dans les blés, et alors toutes de courir comme si elles avaient des ailes à leurs talons. Moi qui ne suis pas si alerte, je reste en arrière, et quand je les vois rentrer leur troupeau, je pense qu'il est temps pour moi aussi de me retirer. Quand j'ai soupé, je vais au jardin ou bien au bord d'une petite rivière qui coule près de là. Je m'y assois et souhaite que vous soyez à mes côtés. On pourrait jurer qu'elle avait l'étoffe d'un écrivain, mais même si je devais ne pas dormir de cette quinzaine, je n'en viendrais pas là. On peut juger de l'opposition qui existait alors contre les femmes écrivains, en voyant une femme aussi bien douée pour les lettres se persuader qu'il est ridicule d'écrire un livre, que c'est se conduire en folle. Et nous voici parvenus à Mrs. Benn, pensais-je, replaçant l'unique petit volume du recueil des lettres de Dorothy Osborne sur le rayon. Et avec Mrs. Benn, nous prenons un des plus importants tournants de notre route. Nous laissons derrière nous, enfermés dans leur parc, parmi leurs in-folio, ces grandes dames solitaires qui écrivaient sans public et sans critique pour leur seul plaisir. Nous arrivons à la ville et coudoyons dans les rues des gens du commun. Mrs. Benn appartenait à la bourgeoisie et avait toutes les qualités plébéiennes d'humour, de vitalité et de courage de sa classe. C'était une femme que la mort de son mari et quelques tristes aventures personnelles avaient contrainte de gagner sa vie en mettant à contribution ses qualités intellectuelles. Elle dut travailler comme un homme, avec les hommes. En travaillant dur, elle parvint à gagner sa vie. L'importance de ce fait a plus de poids que tout ce qu'elle a écrit, fût-ce même le magnifique « J'ai fait un millier de martyrs » ou « L'amour en fantastique triomphe assis ». Car c'est ici que commence la liberté de l'esprit, ou du moins la possibilité que, le temps aidant, l'esprit parvienne à être assez libre pour écrire ce qui lui plaît. Car à présent qu'Afra Benn avait fait ce geste, des filles pouvaient aller trouver leurs parents et dire « Vous n'avez pas besoin de me faire une pension, je veux gagner ma vie avec ma plume. » Certes, pendant de longues années, la réponse fut « Oui, en vivant comme Afra Benn, plutôt la mort », et la porte était refermée avec plus d'autorité que jamais. Et voici que se présente, prêt pour la discussion et pouvant donner lieu à un livre intéressant si quelque étudiante de Girton ou de Newham trouvait plaisir à approfondir la question, ce thème passionnant, l'importance qu'attachent les hommes à la chasteté féminine et son influence sur l'éducation des femmes. Lady Dudley, assise couverte de diamants au milieu des moustiques d'une lande écossaise, pourrait servir de frontispice à cette œuvre. Quand Lord Dudley mourut l'autre jour, le Times écrivit qu'il avait été un homme au goût cultivé et au talent varié, bienveillant et généreux, mais bizarrement despotique. Il exigeait que sa femme fût en grande toilette, même dans le pavillon de chasse le plus lointain des hautes terres écossaises. Il la comblait de somptueux bijoux, et ainsi de suite. Il la comblait de tout, mais lui refusa la plus minime responsabilité. Puis Lord Dudley eut une attaque et, à dater de ce jour, elle le soigna et dirigea ses domaines avec la plus grande compétence. Des cas de despotisme aussi bizarres existèrent aussi au XIXe siècle et continuent à exister. Mais revenons à nos propos. Afra Benn prouva qu'on pouvait gagner de l'argent en sacrifiant peut-être quelques qualités agréables. Et c'est ainsi que peu à peu, le fait d'écrire a cessé d'être simplement un signe de folie ou de dérangement mental et a fini par acquérir une importance pratique. Un mari pouvait mourir ou quelques désastres s'abattre sur la famille. Des centaines de femmes se sont mises, à mesure que se déroulait le XVIIIe siècle, à augmenter leur argent de poche ou à aider leur famille en faisant des traductions ou en écrivant ces innombrables mauvais romans dont on a cessé de faire mention même dans les manuels, mais que l'on peut encore trouver dans les boîtes à 4 sous de Charing Cross Road. La très grande activité intellectuelle que manifestèrent les femmes dans la dernière partie du XVIIIe siècle, causeries, réunions, essais sur Shakespeare, traduction des classiques, était justifiée par le fait indiscutable qu'elles pouvaient gagner de l'argent en écrivant.
L'argent confère la dignité à ce qui serait frivole si on ne le payait pas. Il pouvait encore être bon ton de se moquer des bas bleus que piquait le besoin d'écrire, mais on ne pouvait nier qu'elles étaient capables de remplir leur bourse. C'est ainsi que vers la fin du XVIIIe siècle, un changement survint, changement auquel, si je réécrivais l'histoire, j'accorderais une plus large place et une plus grande importance qu'aux croisades et à la guerre des 2 roses. La femme de la bourgeoisie se mit à écrire, car si orgueil et préjugés a quelque importance, et si Middlemarch et Villette et les Hauts de Hurlevent ont quelque importance, alors le fait que les femmes en général, et non plus seulement les aristocrates solitaires enfermés dans leur maison de campagne avec leur in-folio et leurs flatteurs, se misent à écrire est d'une plus grande importance que je ne le peux démontrer en 1 heure de conférence. Sans ses précurseurs, Jane Austen, les sœurs Brontë et George Eliot n'eussent pas écrit, de même que Shakespeare n'eût pu écrire sans Marlowe ou Marlowe sans Chaucer, ou Chaucer sans ces poètes oubliés qui préparèrent la voie et assouplirent la rudesse naturelle de la langue. Car les chefs-d'œuvre ne sont pas nés seuls et dans la solitude. Ils sont le résultat de nombreuses années de pensée en commun, de pensée élaborée par l'esprit d'un peuple entier, de sorte que l'expérience de la masse se trouve derrière la voix d'un seul. Jane Austen aurait dû déposer une couronne sur la tombe de Fanny Burney et George Eliot rendre hommage à l'ombre d'Eliza Carter, la vaillante vieille femme qui attacha une sonnette au montant de son lit afin de pouvoir se réveiller tôt et apprendre le grec. Et toutes les femmes en chœur devraient déposer des fleurs sur la tombe d'Aphra Behn qui se trouve, ce qui est scandaleux mais en somme assez justifié, à l'abbaye de Westminster, car c'est elle qui obtint, pour elles toutes, le droit d'exprimer leurs idées. C'est grâce à elle, toute brumeuse et amoureuse qu'elle fut, que je peux vous dire ce soir, sans être prise pour une folle, gagner 500 livres par an avec votre cerveau. Nous voici donc arrivés au début du XIXe siècle. Et voici le moment où, pour la première fois, je me trouve devant plusieurs rayons entièrement consacrés aux œuvres féminines. Mais pourquoi ne pouvais-je m'empêcher de me demander en promenant mon regard sur les livres, ces œuvres sont-elles, à très peu d'exceptions près, des romans? Le premier mouvement se porta vers la poésie. Le chef suprême du chœur fut une poétesse. En France comme en Angleterre, les femmes poètes précèdent les femmes romancières. De plus, pensais-je, regardant les 4 noms fameux, qu'avaient donc en commun George Eliot et Emily Brontë. Charlotte Brontë ne comprit rien à Jane Austen. Hormis le fait, peut-être est-il à propos de le mentionner, qu'aucune d'entre elles n'eut d'enfant. Il est difficile d'imaginer 4 personnes se rencontrant dans une chambre et ayant moins de rapports entre elles, à tel point qu'il est tentant d'imaginer leurs rencontres et leurs conversations. Et cependant, une force étrange les poussait les unes et les autres, quand elles écrivaient, à écrire des romans. Était-ce parce qu'elles étaient toutes d'origine bourgeoise, me demandai-je, et lié au fait que Miss Emily Davis devait un peu plus tard démontrer de façon saisissante que la famille bourgeoise du début du XIXe siècle ne possédait qu'un seul salon pour toute une famille? Si une femme écrivait, elle devait le faire dans le salon commun, et sans cesse on interrompait son travail, chose dont Miss Nightingale devait se plaindre avec tant de véhémence. Les femmes n'ont jamais une demi-heure dont elles puissent dire qu'elles leur appartiennent. Encore était-il plus facile d'écrire ainsi en prose et une œuvre de fiction que de composer un poème ou une pièce de théâtre. Le roman demande moins de concentration. Jane Austen écrivit dans ces conditions jusqu'à la fin de ses jours. Qu'elle ait été capable d'accomplir tout cela, écrit son neveu dans ses souvenirs, reste surprenant, car elle n'avait pas de bureau personnel où se retirer et la plus grande partie de son travail dut être faite dans le salon commun, où elle était exposée à toutes sortes d'interruptions. Elle prenait grand soin que les domestiques, les visiteurs ou qui que ce fût hors de sa propre famille ne pût soupçonner son travail. Jane Austen cachait ses manuscrits ou les recouvrait d'une feuille de papier buvard. Ajoutons que la seule formation littéraire que put avoir une femme au début du XIXe siècle était celle de l'observation des caractères, de l'analyse des émotions. La sensibilité féminine avait été depuis des siècles affinée par l'influence du salon commun. Les sentiments des autres êtres marquaient les femmes. Des autres êtres marquaient les femmes. Le jeu des relations personnelles se déroulait sans cesse devant elles. C'est pourquoi, quand la femme de la bourgeoisie se mit à écrire, elle écrivit des romans, bien que de toute évidence, 2 des femmes célèbres citées ici ne fussent pas, de nature, des romancières.
Emily Brontë aurait dû écrire des pièces de théâtre poétiques. La surabondance du vaste esprit de George Eliot aurait dû se répandre une fois l'inspiration créatrice épuisée sur l'histoire et la biographie. Cependant, elles écrivaient des romans. On pourrait même aller plus loin, dis-je, tirant orgueil et préjugés de son rayon, et dire qu'elles écrivaient de bons romans. Et sans vanterie ou désir de peiner l'autre sexe, on peut dire qu'Orgueil et préjugés est un bon roman. Quoi qu'il en soit, il n'y avait pas lieu de rougir parce que l'on était prise en flagrant délit d'écrire Orgueil et préjugés. Jane Austen, cependant, était contente d'entendre grincer les gonds, ce qui lui permettait de cacher son manuscrit avant que quelqu'un entrât. Pour Jane Austen, il y avait quelque chose de peu honorable dans le fait d'écrire Orgueil et préjugés. Et me demandais-je, Orgueil et préjugés aurait-il été un meilleur roman si Jane Austen n'avait pas pensé qu'il était nécessaire de cacher son manuscrit aux visiteurs? Pour mieux me rendre compte, je lus 1 ou 2 pages du livre, mais je n'y pus trouver aucune preuve du tort que lui auraient causé les conditions dans lesquelles se trouvait Jane Austen. Voilà peut-être qui était le plus miraculeux de toute l'affaire. Nous sommes là devant une femme qui, aux environs de 1800, écrivit sans haine, sans amertume, sans crainte, sans récrimination, sans verser dans le sermon. C'est ainsi qu'écrivit Shakespeare, pensais-je, regardant Antoine et Cléopâtre. Et quand on compare Shakespeare à Jane Austen, sans doute est-ce parce que l'on pense que l'esprit de l'un et celui de l'autre ont surmonté tous les obstacles. Et c'est pourquoi nous ne connaissons pas Jane Austen et ne connaissons pas Shakespeare. Et c'est pourquoi Jane Austen et Shakespeare sont présents dans chacun des mots qu'ils écrivirent. Si quelque chose de sa condition fit souffrir Jane Austen, ce fut l'étroitesse de la vie qui lui fut imposée. Il était alors impossible pour une femme de circuler seule. Elle ne voyagea jamais, elle ne traversa jamais Londres dans un omnibus, ne déjeuna jamais seule dans un restaurant. Mais peut-être était-il dans sa nature de ne pas avoir besoin de ce qu'elle n'avait pas. Son don et sa condition se complétaient heureusement. Mais en fut-il de même pour Charlotte Brontë, pensais-je, ouvrant Jane Eyre et le posant auprès d'Orgueil et préjugés. J'ouvris Jane Eyre au chapitre 12 et mon attention fut attirée par cette phrase. « Me blâme qui voudra ». De quoi pouvait-on blâmer Charlotte Brontë, me demandai-je. Et je lus le récit qui montrait Jane Eyre grimpant sur le toit pendant que Mrs. Fairfax faisait des confitures et regardant le paysage qui s'étendait au-delà des champs. Puis je brûlais du désir, et c'est ce désir qui est blâmable, de posséder une puissance de vision qui pût dépasser cette limite, qui pût atteindre le monde affairé, les villes et les régions pleines de vie dont j'avais entendu parler, mais que je n'avais jamais vu. Je désirais aussi posséder plus d'expérience pratique que je n'en avais, avoir plus de commerce avec mes semblables, plus de connaissance de la variété des caractères que je n'en pouvais atteindre là où je me trouvais. J'appréciais ce qu'il y avait de bon chez Mrs. Fairfax et ce qu'il y avait de bon chez Adèle. Mais je croyais à l'existence d'une bonté d'un autre ordre et plus éclatante, et ce que je croyais, je souhaitais le voir. Qui donc me blâme ? Bien des gens, sans doute, et l'on dira de moi que j'étais une révoltée. Je n'y pouvais rien changer, l'agitation était dans ma nature, elle me secouait jusqu'à me faire souffrir parfois. Il est vain de dire que les êtres humains devraient se contenter de tranquillité. Ils ont besoin d'action, et ils la créeront s'ils ne peuvent la trouver. Des millions d'êtres se révoltent en silence contre leur sort. Nul ne sait combien de rébellions fermentent dans la masse de vie que les gens enterrent. On suppose que les femmes en général sont très calmes. Mais les femmes sentent de la même façon que les hommes. Elles ont autant que leurs frères besoin d'exercice pour leurs facultés et d'un terrain pour leurs efforts. Elles souffrent d'une contrainte par trop inflexible, d'une inactivité par trop absolue, comme en souffriraient les hommes. Et cette étroitesse d'esprit chez leurs semblables plus privilégiés, de dire qu'elles devraient se borner à faire des puddings et à tricoter des chaussettes, à jouer du piano et à broder des sacs. Cette étourderie de les condamner ou de se moquer d'elles si elles cherchent à faire davantage ou à apprendre plus que ce que la coutume a décrété nécessaire à leur sexe. Quand j'étais seule ainsi, il n'était pas rare que j'entendisse le rire de Grace Poole. Que voici une fâcheuse interruption, pensais-je. Cela bouleverse tout que de tomber ainsi, soudain, sur Grace Poole. Toute continuité se trouve ainsi détruite. On pourrait aller jusqu'à dire, poursuivis-je, posant le livre à côté d'Orgueil et préjugés, que la femme qui écrivit ces pages avait plus de génie en elle que Jane Austen.
Mais si on relit ces pages en prêtant attention à la brusquerie et à l'indignation qui s'y trouvent, on voit qu'elle n'arrivera jamais à manifester entièrement et complètement son génie. Elle écrira dans la rage quand elle devrait écrire dans le calme. Elle écrira sottement quand elle devrait écrire sagement. Elle parlera d'elle-même quand elle devrait parler de ses personnages. Elle est en guerre avec son sort. Que pouvait-elle faire d'autre que mourir jeune, déformée et contrariée ? Comment ne pas jouer un instant avec la pensée de ce qui aurait pu être si Charlotte Brontë avait possédé, mettons, 300 livres de rente par an, mais la sotte vendit les droits d'auteur de ses romans d'un seul coup pour 1500 livres, si elle avait eu une plus grande connaissance du monde actif, des villes et des contrées pleines de vie, si elle avait eu plus d'expérience pratique et plus de commerce avec ses semblables et connu une plus grande variété d'êtres humains. Dans la citation que nous venons de faire, elle met le doigt avec précision non seulement sur ses propres lacunes en tant que romancière, mais sur celles de tout son sexe en ce temps-là. Elle savait mieux que tout autre combien son génie eût trouvé profit à ne pas s'épuiser dans la contemplation d'étendues lointaines. Elle savait mieux que tout autre quel profit elle eût tiré solitaire de l'expérience du commerce avec les humains et des voyages. Mais toutes ces choses, ne lui furent pas accordées, lui furent refusées. Et nous devons accepter le fait que Villette, Emma, Les Hauts du Hurlevent, Middlemarch, ces bons romans furent écrits par des femmes qui n'avaient de la vie que l'expérience qui pouvait entrer dans la maison d'un respectable pasteur. Mieux encore, écrits dans le salon commun de cette maison respectable et par des femmes si pauvres qu'elles ne purent se permettre d'acheter plus de quelques rames de papier à la fois pour écrire Les Hauts de Hurlevent ou Jane Eyre. L'une d'entre elles, il est vrai, George Eliot, s'en tira après maintes tribulations, mais seulement pour aller s'enfermer dans une maison de campagne retirée de St. John's Wood. Et là, elle s'installa à l'ombre de la désapprobation du monde. « Je voudrais qu'il fût bien entendu, écrit-elle, que je n'inviterai jamais personne à venir me voir qui n'ait demandé à être invité. » Car ne vivait-elle pas dans le péché avec un homme marié et sa vue n'aurait-elle pas mis à mal la chasteté de Mrs. Smith ou de qui que ce fût qui serait venu lui rendre visite? Il faut se soumettre aux conventions sociales et se tenir à l'écart de ce qui s'appelle le monde. Au même moment, de l'autre côté de l'Europe, il y avait un jeune homme qui vivait librement avec telle grande dame, allait à la guerre, ramassant sans qu'intervienne ni obstacle ni censure toute cette riche expérience de la vie humaine qui plus tard lui rendra de si magnifiques services quand il écrira ses livres. S'il avait mené au prieuré une vie retirée avec une femme mariée, à l'écart de ce qui s'appelle le monde, quelque édifiant qu'eût pu être ce spectacle, Tolstoï n'eût certainement pas écrit « Guerre et paix ». Mais on pourrait peut-être approfondir davantage la question du roman et se demander comment se traduit dans l'œuvre la différence des sexes. Si l'on ferme les yeux et se met à penser au roman dans son ensemble, il apparaît comme une création qui comporte une certaine ressemblance, du genre miroir avec la vie, ressemblance qui implique cependant de multiples simplifications et déformations. Quoi qu'il en soit, le roman est un édifice qui laisse une forme dans les yeux de l'esprit, édifice bâti tantôt en carré, tantôt en forme de pagode, parfois solidement compact et surmonté d'une coupole comme la basilique Sainte-Sophie à Constantinople. Cette forme, pensais-je, évoquant certains romans célèbres, fait naître en nous la sorte d'émotion qui lui est propre. Mais cette émotion se mélange immédiatement à d'autres émotions, car la forme n'est pas constituée par la relation d'une pierre à une autre pierre, mais par le rapport d'un être humain à un autre être humain. C'est pourquoi le roman fait naître en nous nombre d'émotions antagonistes et contradictoires. La vie entre en conflit avec quelque chose qui n'est pas la vie. D'où la difficulté d'arriver à un accord concernant les romans et l'immense empire qu'exercent sur nous en ce domaine nos préjugés personnels. D'une part, nous sentons que vous, John le héros, devez vivre, sinon moi, je sombrerais dans l'abîme du désespoir. D'autre part, nous sentons, hélas, que vous, John, devez mourir, que la structure du livre l'exige. La vie entre en conflit avec quelque chose qui n'est pas la vie. Mais comme il s'agit là tout de même de quelque chose qui est partiellement de la vie, nous en jugeons comme nous jugeons de la vie. James est de l'espèce des hommes que je déteste le plus, dit-on.
Ou voici qui est un mélange d'absurdité. Je ne pourrais jamais, quant à moi, sentir quelque chose de ce genre. La structure tout entière du roman, cela apparaît avec évidence dès que l'on pense à n'importe quel roman célèbre, est d'une complexité infinie parce que précisément elle est faite de multiples jugements, d'émotions multiples et diverses. Ce qui surprend, c'est qu'un livre ainsi composé dure plus d'1 ou 2 années et puisse vraisemblablement signifier la même chose pour le lecteur anglais, pour le lecteur russe ou le lecteur chinois. Et cependant, de temps à autre, certains livres se maintiennent remarquablement bien. Et ce qui les maintient, dans les rares cas de survivance, je pensais à Guerre et Paix, c'est quelque chose qu'on appelle probité, bien que cela n'ait aucun rapport avec le fait de payer ses notes ou de se conduire honorablement dans une situation critique. Ce que l'on entend par probité dans le cas du romancier, c'est la conviction qu'il vous inspire que sa fiction est la vérité. Et oui, pense-t-on, je n'aurais jamais cru qu'il pût en être ainsi, je n'ai jamais connu de gens se conduisant de cette façon. Mais vous m'avez convaincu qu'il en est ainsi et que c'est ainsi que vont les choses. Chaque phrase, chaque scène que l'on lit est maintenue tandis qu'on lit sous un faisceau lumineux car la nature semble fort bizarrement nous avoir pourvu d'une lumière intérieure qui nous permet de juger si le romancier est ou non honnête. Ou n'est-ce pas plutôt que la nature, selon son mode rationnel, a tracé d'une encre invisible sur les parois de notre esprit un pressentiment confirmé par les grands artistes? Un croquis dont il suffit de l'exposer au feu du génie pour qu'il devienne visible? Quand on l'expose ainsi et qu'on le voit s'animer, on s'exclame ravi, voilà ce que j'ai toujours senti et su et désiré. Et l'on déborde de joie. Puis, fermant le livre avec une sorte de respect, comme s'il était quelque chose de très précieux, un appui qui nous servira notre vie durant, on le remet sur son rayon, dis-je, prenant Guerre et Paix et le posant à sa place. Mais, d'autre part, si ces pauvres phrases lues et senties suscitent d'abord, grâce à leur coloris brillant et à leurs gestes pleins de fougue, une réponse rapide, puis s'en tiennent là, s'il semble que quelque chose les freine dans leur développement ou, quand elles ne révèlent qu'un vague gribouillage dans cet angle, une tache d'encre dans ce coin et que rien ne semble complet et achevé, nous poussons un soupir de déception et disons « encore un échec, ce roman ». Et la plupart des romans, bien entendu, c'est un échec. L'imagination chancelle sous l'énormité de l'effort. Le discernement s'émousse. Il ne peut plus faire la distinction entre le vrai et le faux. Il n'a plus la force de poursuivre cette immense tâche qui, à chaque instant, réclame l'intervention de tant de facultés diverses. Mais comment cet ensemble serait-il affecté par le sexe de l'auteur, me demandai-je, regardant Jane Eyre et quelques autres romans. Le sexe d'un romancier mettrait-il obstacle à l'intégrité que je considère comme l'épine dorsale d'un écrivain? Eh bien, dans les passages que j'ai cités de Jane Eyre, il est clair que la colère a porté atteinte à la probité de Charlotte Brontë, romancière. Elle abandonna son histoire à laquelle elle devait se consacrer entièrement pour prêter attention à quelques griefs personnels. Elle se souvint d'avoir été privée de son propre droit à l'expérience. Elle avait été contrainte de croupir dans un presbytère et de raccommoder des chaussettes quand elle désirait vagabonder librement à travers le monde. Son imagination dévie sous l'effet de l'indignation et nous la sentons dévier. Mais il y avait d'autres influences encore que celles de la colère qui tiraillèrent son imagination et la détournèrent de son chemin. L'ignorance, par exemple. Le portrait de Rochester est fait dans l'obscurité. Nous y sentons l'influence de la peur, tout comme nous sentons constamment une aigreur qui est la conséquence de l'oppression, une souffrance refoulée couvant sous la colère, une rancœur qui, comme un spasme de douleur, contracte ces admirables livres. Et puisqu'un roman est à ce point en liaison avec la vie réelle, ses mérites sont dans une certaine mesure ceux de la vie réelle. Or, il est évident que l'échelle de valeur des femmes est souvent différente de celle établie par l'autre sexe et c'est bien naturel. Cependant, ce sont les valeurs masculines qui prédominent. Parlons franc, le football et le sport sont choses importantes. Le culte de la mode, l'achat des vêtements sont choses futiles. Et il est inévitable que ces valeurs soient transportées de la vie dans la fiction.
Ce livre est important, déclare la critique, parce qu'il traite de la guerre. Ce livre est insignifiant parce qu'il traite des sentiments des femmes dans un salon. Une scène sur un champ de bataille est plus importante qu'une scène dans une boutique. Partout et d'une façon infiniment plus subtile, la différence des valeurs existe. C'est pourquoi, au début du XIXe siècle, la structure entière d'un roman était édifiée, lorsqu'il était l'œuvre d'une femme, par un esprit légèrement dévié de la ligne droite et contraint de modifier sa vision propre par déférence envers une autorité extérieure. Il suffit d'écumer les vieux romans oubliés et de prêter l'oreille à leur ton de voix pour deviner que leurs auteurs se heurtaient à des critiques. Telle phrase de la romancière était la valeur d'une attaque, telle autre d'une conciliation. L'auteur admettait qu'elle n'était qu'une femme ou protestait qu'elle valait autant qu'un homme. Suivant l'impulsion de son tempérament, elle affrontait les critiques avec docilité et modestie ou avec colère et énergie. Peu importe que ce fût d'une façon ou d'une autre, elle pensait à autre chose qu'à la chose en elle-même. Mettons que son livre parvienne jusqu'à nous, il y a une faille au beau milieu. Et je pensais à tous les romans écrits par des femmes et qui se trouvent éparpillés chez les bouquinistes de Londres comme de petites pommes grêlées dans un jardin. C'est cette fissure en plein cœur qui les a gâtés. Leur auteur femme avait modifié ses valeurs par déférence pour l'opinion des autres. Mais il eût été impossible à ces femmes de ne pas faire le moindre mouvement vers la droite ou vers la gauche. Quel génie, quelle probité il leur aurait fallu, en présence de toutes les critiques, au milieu de cette société purement patriarcale, pour s'en tenir fortement à leur propre point de vue, à la chose telle qu'elles la voyaient, sans battre en retraite. Seule Jane Austen eut ce génie et cette probité, et aussi Émilie Brontë. C'est là une nouvelle plume, peut-être la plus belle de leur chapeau. Elles écrivaient comme écrivent les femmes et non comme écrivent les hommes. Parmi les 1000 femmes qui alors écrivaient des romans, elles furent les seules à ignorer complètement les perpétuels conseils de l'éternel pédagogue. Écrivez ceci, pensez cela. Elles seules furent sourdes à l'éternelle voix, tantôt grommelante, tantôt protectrice, tantôt autoritaire, tantôt chagrine, tantôt scandalisée, tantôt irritée, tantôt paternelle, à cette voix qui ne peut laisser les femmes en paix, mais s'accroche à elles comme quelques gouvernantes trop consciencieuses, les conjurant, comme Sir Egerton Brydges, d'être distinguées. À cette voix qui introduit de force la critique du sexe jusque dans la critique de la poésie. À cette voix qui les engage, si elles veulent être sages et, comme je le suppose, remporter quelques brillants prix, à se tenir dans les limites que le monsieur en question juge convenables. Les romancières devraient se contenter d'aspirer à la perfection en reconnaissant courageusement les limites de leur sexe. Voici donc l'affaire résumée en 2 mots. Et quand je vous aurai dit, à votre étonnement, que cette phrase a été écrite non en août 1828, mais en août 1928, vous conviendrez, je pense, que bien qu'elle puisse vous sembler réjouissante aujourd'hui, cette phrase représente l'opinion d'un grand nombre de gens. Je ne vais pas me mettre à agiter l'eau de cette vieille mare, je me contente de prendre ce que le hasard a fait flotter jusqu'à mes pieds, qui étaient plus nombreux encore il y a un siècle et partant plus brillants. Il eût fallu être une jeune femme très vaillante pour, en 1828, dédaigner tous ces affronts, toutes ces réprimandes, toutes ces promesses de récompense. Il eût fallu être quelque peu incendiaire pour se dire « Oh, mais ils ne peuvent pas acheter la littérature par-dessus le marché, la littérature est ouverte à un chacun. » Je refuse de vous permettre, à vous, tout appariteur que vous êtes, de me chasser de la pelouse. Fermez vos bibliothèques si cela vous plaît, mais il n'est porte ni serrure ni verrou que vous puissiez dresser contre la liberté de mon esprit. Mais quel que fût l'effet que le découragement et les critiques eurent sur leurs écrits, et je crois que cet effet était grand, critiques et découragements étaient négligeables comparés aux difficultés auxquelles les femmes devaient faire face. C'est toujours des romancières du début du XIXe siècle qu'il s'agit. Quand elles en venaient à fixer leurs pensées sur le papier. Je veux parler de l'absence de tradition qui put les soutenir ou de l'existence d'une tradition si courte et si fragmentaire qu'elle était de peu de secours. Car nous, c'est à travers la pensée de nos mères que nous pensons, si nous sommes femmes. Il est inutile que nous nous tournions vers les grands écrivains masculins pour leur demander une aide, quel que soit le plaisir que nous puissions trouver à aller vers eux pour le seul plaisir. Lamb, Thackeray, Newman, Sterne, Dickens, Kinsey, quel qu'il soit.
n'ont jamais jusqu'alors aidé une seule femme, sinon en lui apprenant quelques trucs qu'elles purent ensuite adapter à leurs propres fins. Le poids, la démarche, l'allure d'un esprit masculin sont par trop différents du poids, de la démarche, de l'allure de l'esprit d'une femme pour qu'elle puisse y prendre quelque chose de substantiel. Le singe ici est par trop éloigné de son modèle pour persévérer dans ses efforts. La première chose peut-être qu'une femme trouvait quand elle mettait la main à la plume, c'était que n'existait aucune phrase courante dont elle pût faire usage. Tous les grands romanciers tels que Thackeray, Dickens et Balzac ont écrit une prose naturelle, rapide, sans être négligée, expressive, sans être affectée, possédant une couleur personnelle, sans pour cela cesser d'appartenir à la communauté. Ils se sont appuyés sur la phrase qui était courante à l'époque. La phrase qui était courante au commencement du XIXe siècle était conçue à peu près comme ceci. La grandeur de leur œuvre était pour eux une raison, non pas de s'arrêter, mais de continuer. L'exercice de leur art et la production infinie du vrai et du beau leur procuraient la plus haute exaltation, la plus grande satisfaction. Le succès mène à l'effort et l'habitude facilite le succès. Voici une phrase masculine. Nous apercevons Johnson, Gibbon et tous les autres derrière elle. C'était une phrase qui n'était pas destinée à ce qu'une femme s'en servît. Charlotte Brontë, avec son magnifique talent de prosateur, trébucha et chuta en usant de cette arme incommode. George Eliot commit, en la maniant, des atrocités qui défient toute description. Jane Austen la regarda, en rit et inventa une phrase parfaitement naturelle, bien tournée, propre à son usage personnel et dont elle ne s'est jamais départie. Ainsi, avec un moins grand génie d'écrivain que Charlotte Brontë, elle parvint à dire infiniment davantage. En fait, puisque la liberté et la plénitude d'expression sont l'essence même de l'art, un tel manque de traduction, une telle insuffisance d'instruments ont dû peser lourdement sur les récits de femmes. De plus, un livre n'est pas fait de phrases bâties mises bout à bout, mais bien de phrases bâties, pour employer une image en arcade et en dôme. Et cette forme, elle aussi, a été réalisée par des hommes d'après leurs propres besoins et pour leur propre usage. Il n'est aucune raison de penser que la forme de l'épopée ou du théâtre en vers convienne mieux à la femme que ne lui convient la phrase. Mais tous les anciens genres littéraires s'étaient durcis et avaient pris une forme définie avant que la femme devînt écrivain. Seul le roman était assez jeune pour être malléable entre ses mains. Autre raison peut-être qui lui fit écrire des romans. Cependant, qui osera dire que même aujourd'hui, le roman, je mets le mot entre guillemets pour bien marquer qu'il ne me semble pas approprié, qui osera dire que ce genre le plus souple de tous ait été créé précisément pour que la femme puisse en faire usage. Nul doute que nous ne voyions un jour la femme changer la forme du roman pour ses fins à elle, quand elle aura la liberté de ses mouvements. Nous la verrons alors préparer quelque véhicule nouveau qui ne sera pas nécessairement en vers pour la poésie qui est en elle. Car c'est à la poésie qu'on refuse encore l'issue. Et je me mis à réfléchir sur la façon dont une femme aujourd'hui écrirait une tragédie poétique en 5 actes. L'écrirait-elle en vers? Ne l'écrirait-elle pas plutôt en prose? Mais ce sont là des questions difficiles qui sont encore dans le demi-jour de l'avenir. Il me faut les abandonner, ne serait-ce que parce qu'elles me pousseraient à m'écarter de mon sujet pour m'enfoncer dans des forêts vierges où je me perdrais et serais très vraisemblablement dévorée par les bêtes sauvages. Je ne veux pas entamer, et je suis sûre que vous ne voulez pas que j'entame ici ce très sombre sujet, l'avenir de la fiction. Aussi ne vais-je m'arrêter qu'un instant pour attirer votre attention sur le grand rôle que doivent jouer dans l'avenir, en ce qui concerne les femmes, les conditions physiques. Le livre doit, en quelque sorte, être adapté au corps et on pourrait se hasarder à dire que les livres de femmes devraient être plus courts, plus concentrés que ceux des hommes et concis de telle sorte qu'ils ne demanderaient pas de longues heures de travail appliquées ininterrompues, car il y aura toujours des interruptions. Puis, les nerfs qui vivifient le cerveau semblent être différents chez l'homme et la femme, et si vous voulez qu'elles travaillent pour le mieux et avec le plus d'efficacité possible, il faut que vous trouviez quel traitement leur convient. Si par exemple ces heures de lecture à haute voix que les moines inventèrent il y a sans doute des centaines d'années leur conviennent. Quelle est l'alternance de travail et de repos dont elles ont besoin, considérant que le repos n'est pas l'inactivité mais le goût de se livrer à une activité différente. De quelle nature devrait
être la différence entre ces activités. Il faudrait discuter de toutes ces choses, les découvrir. Elles font partie de la question des femmes et du roman. Et cependant, continuai-je, m'approchant de nouveau des casiers, où trouverais-je cette étude approfondie de la psychologie des femmes par une femme? Si leur incapacité à jouer au football allait interdire aux femmes l'exercice de la médecine? Dieu merci, mes pensées prirent un autre chemin. Bon, il y a des choses qui agacent aussi dans ce livre. Est-ce qu'elles agacent parce qu'elles sont vraies? Je ne sais pas, je crois qu'il y a des choses avec lesquelles on est en désaccord, tout simplement. Mais aujourd'hui, je ne sais pas, il faut que je continue jusqu'au bout. Je ne sais pas si je viendrai discuter le contenu. Il faut penser à Sappho quand même, voilà. Et il y en a eu d'autres aussi, mais c'est elle qui m'est venue comme ça. Et c'est révélateur de beaucoup de choses. Ouais. Je ne sais plus qui dernièrement avait dit qu'une chambre à soi, est-ce que c'est Alice Zeniter ou Mona Chollet ou quelqu'un comme ça qui avait dit qu'une chambre à soi, et je ne sais plus qui a traduit dernièrement une chambre à soi, c'est Marie-Dieu... Ah, Dieu sec. Ah, j'ai des problèmes avec les noms. Je ne sais pas si c'est elle. Mais qu'enfin, il ne suffisait pas d'avoir un endroit, soit avec une indépendance économique, financière, il fallait encore avoir la liberté d'esprit. Et c'est peut-être ce qui est le plus dur à obtenir aujourd'hui, mais que ce soit chez les femmes ou les hommes, j'imagine, je ne sais pas. Voilà. Ce que je peux dire tout de suite, je ne sais pas si c'est très intéressant. Je vous remercie en tout cas beaucoup pour votre écoute. Cette vidéo pour moi était un petit peu difficile. Je trouvais quand je voyais mon image, je me trouvais très proche et très fatiguée en fait. Mais c'est comme ça fait partie du jeu que je me suis imposé de supporter, de ne pas être plus... Non, pas de me supporter, mais de me montrer au naturel, tout simplement. Me montrer au naturel. Voilà. Donc, et voilà, j'ai pas toujours les meilleurs angles, la meilleure lumière, le plus grand dynamisme, la plus grande énergie. Mais je tiens parfois à lire et je le fais, tout simplement. Et merci pour votre courage et pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour la suite et la fin de Une chambre à soi. Et je me suis fait ronger par les moustiques. Merci beaucoup. À bientôt.